Vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et votre invité aujourd'hui. Bonjour Franck Guérin. Bonjour. Vous êtes réalisateur, documentariste et vous venez nous présenter la série documentaire Omerta consacrée au gang de la Brise de Mer. 4 épisodes d'1 heure qui seront diffusés les 19 et 26 mai. Le 19 c'est demain vendredi, donc vendredi et vendredi prochain à 21 h sur Canal+ Doc et qu'on pourra évidemment retrouver sur mycanal, mycanal.fr. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors la Brise de Mer, pour les plus jeunes, c'est quoi? C'est un gang de jeunes bastiais qui a régné sur la Corse de quelle période à quelle période, d'un mot? On va dire une trentaine d'années, entre le début des années 80 et la fin des années 2010. Alors c'est un nom très poétique, mais vous dites que la Brise de Mer était le plus grand groupe criminel en France depuis la Seconde Guerre mondiale. D'où vient leur nom? La Brise de Mer, au départ, c'est un bar sur le vieux port de Bastia, dans lequel des jeunes gens se réunissent. Il y a un peu de tout, il y a des pêcheurs, des ouvriers, des artisans, et puis il y a cette bande de jeunes qui ont entre 22 et 27 ans, et qui ont déjà un petit passé, et qui vont s'associer. Leur spécialité, c'était lesquelles? Oh là, ils ont eu beaucoup de spécialités. Au départ, comme on raconte une histoire sur 30 ans, au départ, il y a les classes. On fait ces classes à Marseille. On va apprendre à faire le métier, à faire au départ des petits bracos. Et petit à petit, ils vont s'améliorer, ils vont se spécialiser. Ils vont faire la même chose en même temps que le gang des postiches, dont on a entendu parler. Et puis, ils vont investir. Enfin, ils ont eu beaucoup de spécialités. Braquage, machine à sous, pas de drogue. Non, pas de drogue. Pas de drogue. Il y a quelque chose de l'ordre de la culture, là. On n'empoisonne pas ses enfants. Il y a quand même quelque chose comme ça. Alors, je dirais pas que c'est une forme de morale, mais enfin, on en pensera ce qu'on veut. Il y a pas vraiment de drogue. Alors après, il y avait sans doute un peu des investissements déguisés. Il y avait quand même en l'occurrence, des connexions, si je puis dire, avec la French Connection. Ouais. Et d'ailleurs, dans le film, on a un ancien de la French Connection qui nous parle. Alors justement, votre film s'appelle Omerta et c'est totalement antinomique, puisque l'Omerta, c'est le fait de ne pas parler. Comment avez-vous réussi à faire parler des témoins? Oula, c'est ça Bien sûr. C'était ça l'enjeu, quand même. Bah oui, effectivement, on a un groupe criminel qui va imposer la loi du silence pendant 30 ans. Donc même si d'une certaine manière on peut considérer, sans spoiler, mais que la Brise de Mer dans sa gloire est terminée, même s'il y a encore des héritiers quand même. Le problème, c'est de faire effectivement parler des gens à qui on a dit de se taire pendant des années. Comment on fait avec grande difficulté, en avançant prudemment. Alors, le premier épisode raconte les débuts du gang et un procès hallucinant qui s'est tenu à Dijon en 85 pour l'assassinat d'un patron de discothèque. D'abord, il a été délocalisé, ce procès. À l'époque, le parrain de l'île Corse, donc la Corse, c'est Louis Mémy, il est de Corté, sauf que la Brise de Mer veut changer les règles du jeu. Un jour, ils se rendent au Castel, une discothèque tenue par un certain Daniele Ziglioli, j'espère que j'écorche pas les noms. Ce dernier est protégé par Louis Mémy, mais les jeunes malfrats débarquent dans la boîte de nuit et ils lui mettent la pression. De quelle manière? Ils mettent la pression d'une manière un peu classique, c'est-à-dire qu'on arrive, on pose une arme sur la table et on commence à dire toi t'es un honnête garçon, nous on est des voyous, les boîtes de nuit c'est fini pour les gens honnêtes, maintenant ça va appartenir aux voyous. Sauf que effectivement, comme vous l'avez dit, à ce moment-là, cette boîte de nuit, comme beaucoup de commerces, est protégé par un vieux clan, un clan à l'ancienne, avec un vieux parrain, qui n'est pas si vieux d'ailleurs, qui a 50 ans, mais quand je dis vieux, c'est à l'ancienne. Mais donc, pour récupérer ce business-là, il va falloir éliminer tout le monde. Alors, Daniel, le patron de la boîte, Daniele, il les prend pas au sérieux, il les vire de la boîte, et il se plaint justement auprès du parrain, Louis Mémy. Ce dernier, Louis Mémy, retrouve les deux Bastiais, dont Georges Setelli, et il leur fait la leçon à sa façon, et c'est un témoin qui raconte. Louis Mémy, il a fait mettre à genoux Georges Satelli. Il a braqué le calibre sur la tête. Il a dit demande de pardon, je sais pas, il a humilié. Le mec, il t'humilie, il te met un calibre sur la tête, il te dit mets-toi à genoux. Ça peut pas passer, ça. Chez les voyous, ça peut pas passer. Si tu passes ça, tu es une merde. Le mec, il faut qu'il meure, lui, tout le monde. Je n'avais encore jamais vu ça. En 842 émissions, Franck Guérin a fait le karaoké du voyou qui dit « ça peut pas passer, ça ». Je connais un peu le film par cœur. Voilà. Non mais c'est une phrase exemplaire. Ça peut pas passer et c'est pas passé. Racontez ce qui s'est passé.
Ça peut pas passer d'avoir, comme quand on est un jeune voyou, d'avoir un vieux parrain qui met effectivement un... Non mais je veux dire ce qui s'est passé. Louis Mémy, qu'est-ce qui s'est il passé sera assassiné le 10 septembre Oui, 81 pardon. et il aura droit à des obsèques quasiment nationales, en tout cas assez impressionnantes en Corse. Et là, c'est une forme d'acte de naissance pour la brise de mer, parce que s'ils sont capables de tuer le parrain, c'est qu'ils n'ont peur de rien, c'est ça? Totalement, c'est prendre la place, tout simplement. Ce sont les nouveaux le nouveau monde qui va remplacer l'ancien monde et qui va construire un système qui est complètement différent de l'ancien. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas se contenter de récupérer les machines à sous qui étaient un peu le business à la papa de Louis Mémy. Non seulement ils vont les récupérer, ils vont en installer d'autres, ils vont dire au cafetier maintenant c'est fini les 50%, parce que c'est 50-50, on met 50 pour les voyous, 50 pour le cafetier, puis terminé, c'est nous, on récupère tout. Et puis ils vont installer leur propre business, c'est-à-dire quand il y aura des discothèques, ça sera leur discothèque. Ouais. Donc maintenant c'est 100%, mais tu restes en vie. Alors le patron de la discothèque, Daniele Ziglioli, sera assassiné un an plus tard en septembre 82, mais les 3 auteurs présumés de l'assassinat commettent ce jour-là, une imprudence. Ben non, je vous demandais. Quelle imprudence. Je vais vous demander. C'est pardon. qu'il y a une arme du crime qui est retrouvée, un témoignage policier. Je l'avais noté en secours. Je croyais que vous lanciez un... Il y a eu un procès. On va sauter des étapes, vous avez raison. Il y a eu un procès en 85 qui a été délocalisé à Dijon, mais rien ne va se passer comme prévu. Le procès démarre et tout le milieu corse débarque à Dijon raconter les voitures qu'on voit dans la ville de Dijon. Oui, c'est ce que raconte l'avocate Christine Corrégé, c'est qu'elle dit dès le début du procès, on voit et on entend toutes des voitures, des Porsche, des Ferrari qui démarrent dans des crissements de pneus invraisemblables. En gros, c'est de l'intimidation. Voilà, avec les plaques d'immatriculation corse. Bien entendu, de la Haute-Corse. Et donc, à ce moment-là, les services de police sont un petit peu paniqués, parce que la ville de Dijon, c'est plutôt tranquille, quoi. Alors, le procès, ça démarre très fort. Le premier matin du premier jour, le président de la Cour est offensif. Puis arrive le déjeuner. Et après l'heure du déjeuner, le ton change. On écoute l'avocat de Daniele Ziglioli. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, au bout d'un quart d'heure, je me tourne vers mes confrères, je dis, mais ils ont été touchés à l'heure du déjeuner. Et ils m'ont tous dit, évidemment, t'as raison, bien sûr. Touché, ça veut dire qu'on a approché d'une manière ou d'une autre le juge, le procureur ou même le jury. Qu'on a fait passer un message et que le message a été reçu. C'était surréaliste. Les jurés ont été d'une discrétion absolument totale. J'en ai pas vu un seul poser une question. On les a pas entendus, on les a pas vus. La seule chose que j'ai vue, c'était un président métamorphosé entre le matin et l'après-midi du premier jour. Et puis surtout, une attitude incompréhensible et complètement inhabituelle vis-à-vis des avocats des parties civiles. Je l'ai jamais vu. Incroyable. Et on n'est pas au 19e siècle, hein. On est en 1985. Et puis il y avait un témoin clé, un policier. Il a changé de témoignage. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'un policier, en fait, voit les meurtriers présumés, on est obligé de dire, puisqu'ils ont été acquittés. Les voit se débarrasser du crime. Donc, de l'arme du crime. De l'arme du crime, pardon. Ils ne se débarrassent pas du crime. Non, ils ne se débarrassent pas du crime, de l'arme du crime, pardon. Ouais. Et effectivement, il est appelé à témoigner à la barre, sauf qu'au moment d'arriver à la barre, il ne se souvient plus, il ne sait pas s'il a bien vu. Est-ce que c'était bien, en l'occurrence, Robert Moracchini, qui... non, peut-être que ce n'était pas lui. Donc évidemment, on comprend ce qui a pu se passer entre-temps. C'est à voir, le mot omerta prend tout son sens, c'est à voir demain le 19 et vendredi prochain le 26 à 21h sur Canal+ Doc et évidemment sur MyCanal. Un grand merci Franck Guérin d'avoir été avec nous en direct sur Omerta. Culture